Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information en rétrospective. Mais pour l'essentiel, retenez que nous reviendrons dans ce journal hebdomadaire sur la série d'inauguration avec le président de la République des infrastructures de production, notamment à Pointe-Noire et dans le département du Kwilu. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Après l'appel à candidature relatif à la mise en place de la haute autorité de lutte contre la corruption le 13 janvier dernier, la commission d'évaluation et des sélections a procédé cette semaine à l'ouverture des plis pour authentification. 413 candidats ont soumissionné à cet appel à candidature publique pour 35 postes à pourvoir. Le point dans ce reportage de Bernie Dacito. La haute autorité de lutte contre la corruption sera dirigée par une personnalité choisie après un appel à candidature publique. Contrairement à l'ancienne Commission nationale de lutte contre la corruption dissoute et à l'Observatoire anticorruption, les membres de cette institution seront désignés à l'issue de cet appel à candidature. Au total, 413 dossiers ont été reçus par la commission d'évaluation. 35 postes sont à pourvoir et c'est sous le contrôle de Rita Félicité Tondo, huissier de justice, que les plis ont été ouverts pour authentifier les candidatures. Tout Congolais jouissant de ses droits civiques et non condamné pour des crimes ou délits ou à une sanction privative de liberté peut devenir membre de cet organe. Cet appel à candidature est une première au Congo. L'objectif pour le gouvernement de la République est celui d'intensifier la lutte contre la corruption et la fraude et de réprimer de manière plus efficace les antivaleurs. Ongemi Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des Droits humains, vice-président du comité de sélection, parle de la suite à donner après cette phase de dépouillement. La coordination, donc la commission de sélection des membres de la haute autorité de lutte contre la corruption, va transmettre l'ensemble des dossiers au comité d'évaluation. Le comité d'évaluation va siéger pendant 15 jours environ pour examiner chaque dossier, suivant les critères qui ont été définis, et ensuite établir une liste restreinte par ordre donc de mérite des différents candidats aux différentes fonctions. Après quoi, la commission d'évaluation retransmettra donc son rapport à la commission, à la grande commission donc de coordination, laquelle devra donc procéder conforme aux critères à l'identification des cadres promus donc aux différentes fonctions et soumettre l'ensemble de ceux-ci à la signature du président de la République pour ce qui concerne donc le poste de président et de secrétaire général, et ensuite le premier ministre du gouvernement devra signer les décrets pour ce qui concerne les autres postes. Parmi les candidats ayant postulé pour la présidence de la haute autorité de lutte contre la corruption, on peut citer entre autres Ella Djadjibril Abdoulaye Bopaka, Jérémy Moyokani et Lamir Ngele, président de l'ancienne commission nationale de lutte contre la corruption dissoute. Cet appel à candidature a été lancé le 13 janvier 2019 à Brazzaville. Et puis le Congo abrite le 19 mars prochain la table ronde pour le financement des projets d'infrastructure en Afrique centrale. À un mois de cet événement, d'une importance d'ailleurs capitale, le ministre de l'aménagement du territoire en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, a échangé sur la question avec les diplomates en poste au Congo en vue de relayer cette information auprès des partenaires. Le point dans ce reportage de Irma Okonjou et Jorès Sekomba. C'est une rencontre qui permettra de financer 3 projets phares d'infrastructures de transport de portée sous-régionale, subdivisés en 12 sous-projets, des projets qui devront être réalisés dans la période allant entre 2020 et 2030. Il s'agit du projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo qui va relier les deux villes Brazzaville et Kinshasa, du projet de mise en niveau de construction des ouvrages portuaires sur le fleuve Congo et ses affluents et celui d'aménagement de la route Ouesso-Bangui et N'Djamena. Pour cela, une table ronde est prévue en date du 19 mars prochain et vise à mobiliser près de 2,5 milliards d'euros pour une première phase d'investissement prioritaire 2020-2024 et ainsi poursuivre les efforts fournis par les pays membres de la sous-région. Un véritable carrefour des principaux échanges commerciaux du continent pour développer les routes et les transports. Le ministre en charge des grands travaux revient sur les motivations et les enjeux de la
la table ronde à venir. En 2004, les chefs d'État et de gouvernement avaient adopté le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, ce que nous appelons le PDCPAC. Donc les pays d'Afrique centrale s'étaient donc lancés effectivement dans cette grande ambition. C'est l'ambition de la réalisation d'un réseau important d'infrastructures visant donc la densification de ce réseau d'infrastructures et surtout l'amélioration des interconnexions de la région autour des autres régions qui organisent, qui font partie donc du continent africain. Ici est de noter que cette table ronde, organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec l'appui des gouvernements des pays de la sous-région, sera financée par la Banque africaine de développement, banque qui réitère son engagement d'accompagner ce projet intégrateur. Pendant ce temps, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, vient d'inaugurer la 3e turbine de la centrale électrique du Congo. Une turbine qui va porter la production électrique au niveau de cette centrale à 484 MW, capacité nécessaire à la desserte de tout le pays. N'est-ce pas, Giscard Maungu, Anse Mangala? 170 mégas supplémentaires dans la puissance installée de la Tchèque, mais aussi 170 mégas de plus dans la capacité de production du Congo. Ce mardi, Denis Sassou Nguesso a coupé le ruban symbolique marquant le lancement officiel de la 3e turbine de la centrale électrique du Congo. Les moments sont historiques qu'une photo pour marquer la postérité était nécessaire après la coupure du ruban symbolique et le président de la République a même signé dans le livre d'or et visité quelques lieux. Mais le tout du côté des allocutions s'est passé ici où tous ceux qui ont pris la parole ont souligné l'impact que va apporter la 3e turbine avec cette mise en service pour l'économie congolaise et pour aussi Pointe-Noire, ville industrielle qui a aussi sa zone économique spéciale. L'entrée en production de la 3e turbine portera la capacité installée de la CEC à 484 MW, soit une augmentation de 170 MW. Cette production supplémentaire est propice à donner une nouvelle impulsion aux industries et à la réalisation de zones économiques spéciales, pour ainsi contribuer efficacement à la diversification de l'économie nationale. Avec la mise en service, la Tchèque passe de 314 à 484 mégas de puissance installée et la structure pourra même distribuer directement son énergie à des entreprises. Cher Blaise Zoniaba l'a dit. La CEC dispose à présent de quoi amplement satisfaire les besoins actuels internes, aussi bien ceux de l'opérateur de service public de l'électricité que ceux des industriels auxquels elle peut directement fournir du courant. La mise en service de la 3e turbine éloigne aussi le spectre des coupures lors des révisions des turbines. Elle pourra désormais respecter le calendrier des opérations de maintenance des installations telles que prescrites par les constructeurs et nous éloigner le cauchemar de longues périodes de baisse de production. Reste le transport de l'énergie qui est à améliorer pour ne plus avoir ce qu'à Pointe-Noire on appelle courant Yabitini-Bitini, ces fameux délestages. Madame le maire d'Ongoyo l'a souligné. Nous formons donc le vœu que vous puissiez cristalliser désormais vos énergies sur les questions de transport jusque dans nos domiciles. Ainsi, le phénomène de délestage dans notre ville ne sera plus qu'un mauvais souvenir et nos détracteurs cesseront leurs critiques oiseuses du courant Bitini-Bitini. La Tchèque, société anonyme appartenant à 80% à l'État, vient là d'écrire une deuxième page de son histoire énergétique au Congo.
Des cycles combinés pourront augmenter la production de cette centrale à 1000 MW, comme nous le dit une fois de plus Anse Mongala et Jiska Maungu dans ce reportage. Avec cette troisième turbine, le Congo passe à plus de 760 mégas de puissance installée. Et les perspectives ici à la Tchèque, la centrale électrique du Congo rassure. Avec les cycles combinés qui sont dans les tuyaux, l'entreprise pourra même atteindre les 1000 mégas. Ceci n'est qu'une étape dans le programme de développement de la CEC. La prochaine consistera à passer au cycle combiné, qui est un procédé de réutilisation des gaz chauds émis par les turbines pour chauffer des chaudières produisant la vapeur d'eau, qui est injectée dans les turbines à vapeur pour générer l'électricité. La capacité de la CEC passerait ainsi de 484 MW à 1000 MW. Une démarche respectueuse de l'environnement avec ces cycles combinés. Le directeur des ressources humaines de la Tchèque s'en réjouit aussi. À travers les cycles combinés, nous avons un engagement très important au niveau environnemental. C'est-à-dire que nous reprenons les vapeurs. Au lieu de les laisser s'échapper, nous les récupérons, nous les remettons dans le processus de transformation pour avoir de l'énergie. Donc vous comprenez que l'engagement au niveau écologique qui a été pris est aussi respecté. Bien évidemment, la satisfaction est générale pour ceux à qui nous avons tendu notre micro. C'est une bonne chose. Vous savez très bien que le président l'avait déjà dit, le boulevard énergétique, mais ça tardait. Mais aujourd'hui, c'est la concrétisation. Même au niveau de l'Assemblée, nous allons parler de ça, des délaissages au niveau de la ville de Pointe-Noire. Vous avez suivi le ministre de l'Énergie qui en a parlé, qu'aujourd'hui, ça va aller maintenant. Le grand problème, c'est maintenant mettre en place les relais au niveau de la distribution. Vous êtes sans ignorer que nous sommes à Pointe-Noire. Pointe-Noire a le projet de la zone économique spéciale. Pointe-Noire abrite une zone industrielle assez importante, pour ne pas dire un parc industriel assez important. Et pour le besoin de fonctionnement de ce parc industriel, pour le besoin de mise en service des zones économiques spéciales, port sec et tout ce qu'il y a comme projet ici, on a besoin de la production de l'énergie. Ils ont bien raison et la perspective avec cet excédent d'électricité pourra être exporté et au Congo dans la perspective de l'amélioration de l'offre énergétique. Le prix du kilowattheure pourra même être réduit. Du fait de l'utilisation du gaz pour y parvenir, le prix du kilowattheure s'en trouverait réduit, donnant ainsi un avantage supplémentaire notamment aux opérateurs industriels dans notre pays. C'est donc une bonne affaire que le Congo vient de réaliser et les potentialités énergétiques tant gazières qu'hydroélectriques sont énormes. Sunda, Chouli, Koumbali, la vallée de la Louise et autres. Pour une mixité énergétique, le Congo de l'électricité a un bel avenir devant lui. Changeons de chapitre, cette fois-ci pour parler sport. C'est au palais de polyvalent des sports de Yaoundé. Vous avez compris, nous sommes là au Cameroun, que le suspense du tirage au sort du championnat d'Afrique des nations de football a été levé. Les 16 nations qualifiées à cette compétition connaissent déjà leur adversaire. D'ailleurs, Donald de Goma revient dans ce reportage sur la composition des groupes. La course pour la 6e édition du CHAN est bien lancée et les différentes nations sont désormais fixées sur leurs adversaires. Au nombre des combinaisons, des retrouvailles très attendues entre les deux Congos. Un derby du fleuve Congo qui promet, comme à l'accoutumée, beaucoup d'électricité dans l'air. Déjà lors des préparatifs à Kinshasa pour la première édition du tournoi Tifoko, ces deux rivales avaient déjà lancé la sonnette d'alarme. Et au tournoi amical international de Brazzaville, ces deux nations n'ont pas eu l'opportunité de se mesurer une fois de plus. Elles ont donc préféré conserver leurs énergies pour la phase finale du CHAN. Dans ce groupe B, le Congo retrouvera de nouveau son bourreau de tous les temps, la Libye, vainqueur de l'épreuve en 2014 en Afrique du Sud et qui a été repêché suite au désistement de la Tunisie, et le Niger, 4e nation de ce groupe. Dans les autres groupes, notamment le groupe A, le pays hôte, le Cameroun a hérité du groupe dit de la mort, avec le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe, qui avaient déjà barré la voie au Ghana. Dans le groupe C, le vainqueur du dernier CHAN, le Maroc, en découdra avec le Rwanda, l'Ouganda
et le Togo qui arrive pour une première fois dans cette compétition. Enfin, dans le groupe D, on retrouve la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Pour rappel, de toutes ces nations, une seule a déjà remporté l'épreuve à 2 reprises. Il s'agit des Léopards de la RDC, vainqueurs en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda. Cette 6e édition du championnat d'Afrique 2020 se déroulera dans 3 villes, Yaoundé, Douala et Limbé. À l'ouverture, le 4 avril, le pays organisateur, le Cameroun, accordera son hospitalité au Zimbabwe. Et selon certaines sources, le très attendu Congo-RDC sera le premier match des Diables Rouges. Se rendre compte des réalités, pas des réalités des poules, mais que vivent les riverains du cimetière de Gambomi, du marché de Kintélé et ceux du monastère, que Stella Mensa Sessungeso a effectué une descente dans ces zones, accompagnée de Christelle Gakoso. Le premier site visité, c'est le monastère Notre-Dame des Sources Sœurs Clarisse, où une bonne partie est menacée par les érosions qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Érosion causée par les pluies diluviennes et le manque de canalisation. La paroisse Sainte-Claire d'Assise est également touchée par ce phénomène. Le mont cardinal Émile Biaenda, qui n'est pas épargné par ce danger, sera fermé le 22 mars prochain, date à laquelle Dieu avait rappelé à lui son serviteur. Après, la délégation s'est déportée au marché provisoire de Kintélé. Ici, la députée maire de Kintélé, qui n'a pas autorisé la délocalisation du marché, a juste pris acte. Toutefois, les démarches seront menées pour que ce marché soit légal. Le clou de cette ronde, le cimetière privé Ngambomi de Kintélé, où le propriétaire de ce lieu a été appréhendé par la force publique sur l'ordre de Madame le maire. Elle a même décidé de la fermeture immédiate de ce cimetière illégal, originalement destiné à l'inhumation familiale. Le vice-président du conseil municipal et vice-maire de Kintélé, bienvenu Martin Okania, édifie après la ronde effectuée. C'est un problème qui nous préoccupe. Nous allons pouvoir réfléchir autour de ce problème pour voir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse faire. Parce que dernièrement, nous étions avec l'ambassade des États-Unis pour effectivement voir ce problème des érosions. Actuellement, il y a un début de solution dans certains quartiers et ce problème reste actuel pour la commune de Kintélé. Deuxième point, nous avons été au niveau du marché provisoire que la population s'est installé pour les besoins de la cause, parce que là où ils étaient perturbés par les gros véhicules qui passaient, qui bloquaient. Nous avons trouvé que c'était pas le lieu indiqué pour continuer à faire le marché. Maintenant, on s'est déporté au niveau de ce cimetière privé, qui était un cimetière familial. Bon, il a évolué vers un cimetière privé, mais au niveau de la commune de Kintélé, il y a tellement de corps qu'on est en train d'enterrer là. Nous avons eu des informations et quand nous sommes descendus, nous avons constaté qu'il y a vraiment des malfaçons. Et cela, ça nous perturbe. Au cours de cette visite, Madame la députée maire de Kintélé a reçu des prières de bénédiction dites par les sœurs du monastère. Les religieuses ont expliqué à Madame le maire la sémantique de son prénom. Stella signifie l'étoile brillante du matin. C'est elle qui apporte la lumière dans leur environnement, ont-elles soutenu. Restons toujours dans cette communauté urbaine de Kintélé, dans le département du Poul, et notamment au quartier Tiba. Vous l'avez vu dans ces images, où une érosion menace dangereusement la paroisse Notre-Dame des Sœurs Clarisse. Selon certains observateurs, l'occupation anarchique des parcelles de terrain serait à l'origine de cette situation dramatique que nous décrivent Christelle Ngakoso une fois de plus. Ce quartier de Diri, communément appelé quartier Tiba, est menacé de disparaître avec les érosions qui avancent à pas de géant. Pour certains habitants de ce quartier, cela est dû aux constructions des maisons qui se font dans cette zone non lotie. Auguste Moubala, président du conseil paroissial de Notre-Dame des Sources Sœurs Clarisse, nous parle du début de ces érosions. Ça a commencé ces derniers moments. Les érosions les plus graves, ça a commencé de ces derniers moments. En fait, depuis 1980,
93, 92, 93, 94, on ne vivait pas tellement ces érosions. Mais parce qu'il y avait aussi moins d'habitations, moins de maisons. Avec l'arrivée de plusieurs personnes qui viennent, ils rentrent et les pentes, tout ça, c'est ça qui crée un peu les érosions dans notre... La canalisation, on ne l'a pas prévu. Ça, on peut directement condamner au départ les propriétaires fonciers parce que quand ils étaient devant tout ça, ils se sont précipités et l'idée de canaliser est venue après. Et ça se fait progressivement selon les terrains. Le cri de cœur, c'est l'arrivée au fur et à mesure des responsables, l'arrivée au fur et à mesure les communautés chrétiennes, et tous ensemble nous conjuguons les efforts pour redresser ces erreurs-là. Le père Roch Ekouéré, franciscain évoluant à la paroisse Notre-Dame des Sources Sœur Clarisse, nous fait état du calvaire qu'ils vivent au quotidien. Notre calvaire ici est pratiquement lié à la question de l'érosion. Déjà, il y a l'accès à notre site, soit du monastère des Sœurs où nous sommes actuellement, soit de la paroisse Saint-Clair de Djiri que vous avez ici, là-bas à côté. C'est l'accès. L'accès est très difficile comme vous l'avez vécu avec nous. Et actuellement, nous sommes butés aussi à la question de l'érosion que vous venez de voir. La paroisse est menacée, le monastère aussi, comme vous le voyez. Ces érosions menacent aussi les écoles, les hôpitaux qui s'y trouvent. Selon certaines informations recueillies sur le terrain, le quartier Tiba, qui se trouve dans une zone enclavée, a commencé à être peuplé après le drame du 4 mars. La paroisse Notre-Dame des Sources Sœur Clarisse a ouvert ses portes le 24 janvier 2005. Rappelons que la congrégation des franciscains cohabite avec les Sœurs Clarisse dans le monde. La paroisse Notre-Dame des Sources Sœur Clarisse a la capacité de recevoir 300 fidèles par messe, et la paroisse Sainte-Claire d'Assise, qui n'est pas à l'abri de ces catastrophes naturelles, a une capacité de recevoir 800 fidèles par messe. Une autre difficulté que vit le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le CHU, un court-circuit, vous le savez, électrique est survenu dans la nuit du dimanche 16 février à l'origine de l'arrêt temporaire des activités dans le service des soins intensifs pédiatriques et des néonatologie du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Une situation qui a préoccupé ou qui a inquiété plus d'un Congolais. Suivez plutôt. Une autre épine vient de s'ajouter sous le pied des gestionnaires du CHU. L'épine n'est autre que l'inopérationnalité des services de soins intensifs et de néonatologie du CHU de Brazzaville. Un communiqué du ministère de la Santé et de la Population informe la population congolaise en général et brazzavilloise en particulier de l'arrêt temporaire des activités dans les services de soins intensifs pédiatriques et néonatologie. Son inopérationnalité a été causée par un court-circuit électrique survenu dans la nuit du dimanche 16 février 2020. Pour les cas graves d'enfants, précise ce dit communiqué, les formations sanitaires doivent référer les patients prioritaires à l'hôpital spécialisé Mère et Enfant Blanche Gomez, tandis que pour les cas relativement simples, les formations sanitaires doivent référer préférentiellement aux hôpitaux de base de Talangaï, Makelekele, Bakongo et Filou. Les 11 et 12 février dernier, une délégation des membres de la commission santé, affaires sociales, famille et genre de l'Assemblée nationale a pu toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées ces structures. Les directeurs généraux de Blanche Gomez et Talangaï l'ont bien exprimé. L'électricité à Blanche Gomez est un véritable problème. C'est un problème parce que nous avons, quand tout se passe bien, au moins 20 coupures de courant par jour. Sinon, nous atteignons les 40 coupures. Et c'est des coupures de 2-3 minutes, parfois de moins d'1 minute. Ce jeu de yo-yo-là est très préjudiciable pour les appareils électroniques que nous avons à l'hôpital. Évidemment, il y a beaucoup d'appareils qui tombent en panne parce que le courant est de très mauvaise qualité. Vous savez que cet hôpital a été réhabilité, la dernière réhabilitation part depuis les événements du 4 mars 2012 et il a réouvert en 2015. Donc de 2015 à aujourd'hui, ce sont ces équipements-là qui fonctionnent. Donc des coupures répétées, intempestives de l'électricité causent beaucoup de pannes.
même si nous essayons d'assurer la maintenance curative, mais on craint que ces équipements tombent carrément en désuète et hors usage. Nous avons une réanimation polyvalente qui a beaucoup de malades. Il y en a qui sont sous oxygénodépendants, qui ont besoin en permanence de l'oxygène. Or là, nous nous approvisionnons auprès d'un privé de la place en achetant des obus d'oxygène. Or, cette centrale aiderait énormément et améliorerait la prise en charge de ces patients, ne serait-ce que là, je dirais aussi au bloc opératoire. En étant gynéco, on vous a montré comment est-ce que nous nous battons pour amener de l'oxygène à ce niveau-là. Au regard de mots épinglés dans ces deux structures sanitaires, et vu les effectifs pléthoriques constatés dans les couveuses et salles de réanimation de Blanche Gomez et Talangaï, présentés comme des établissements ayant un plateau technique acceptable, on se demande si elles sont à mesure de répondre aux besoins sanitaires des malades et atteintes des parents ayant des enfants ou un membre de famille malade. Si cela n'est pas le cas pour les parents en situation de détresse, faut-il s'attendre au pire au regard du tableau supprésenté? Ce communiqué précise aussi qu'une cellule de crise a été mise en place au ministère de la Santé pour gérer la situation. Toutefois, poursuit ce communiqué, la cellule de crise est mandatée d'assurer la communication régulière avec le grand public. Au dernier moment, nous apprenons que le service a repris ses activités. Parlons toujours santé pour dire que le laboratoire national de santé publique ici à Brazzaville a mesure de diagnostiquer le coronavirus qui sévit actuellement en Asie et particulièrement en Chine. Des milliers de doses de réactifs des labos ont été remis au ministère de la Santé de la Population ici à Brazzaville par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Congo. Le point dans ce reportage de Armel Christian Zingamiko. La lutte contre le coronavirus amorcée par l'État congolais se consolide de plus en plus. En témoignent ces milliers de doses de réactifs remis par le gouvernement américain, ici représenté par Davis Puevis, son chargé d'affaires en République du Congo. Un don fruit d'une coopération vieille de plus de 10 ans entre les deux États dans le domaine de la santé. Geste qui n'a pas manqué de susciter la réaction du ministre en charge de la Santé qui prend très à cœur cette situation. Notre dispositif de lutte acharnée contre le coronavirus, il nous restait donc à renforcer les capacités de diagnostic du laboratoire national de santé publique. Nous ne doutons pas qu'ici nous avons toute l'expertise nécessaire pour mener à bien ce travail. Notre laboratoire donc dispose d'une expertise de qualité. Cependant, le manque de réactifs était un blocage pour diagnostiquer le virus ici au Congo. C'était un grand obstacle qui vient aujourd'hui d'être levé grâce à notre partenariat avec le peuple américain. J'aime bien dire cela, représenté ici par sa mission diplomatique au Congo. Dans cette lutte contre la grippe à coronavirus, le Congo peut aussi compter sur l'appui et l'expertise de l'Organisation mondiale de la santé. Avec ce don, le laboratoire national de santé publique congolais est désormais capable de diagnostiquer le coronavirus. Vous l'avez suivi dans ce journal. Après la centrale électrique, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé à Vindoulo les activités du complexe industriel Les Grands Moulins du Kouilou. Dans cette usine sortira de la farine, du savon et la pâte alimentaire. Le point dans ce reportage de Anse Mongala et Gisca Mango. Ils se sont massés nombreux pour saluer la présence du président de la République à Vindoulo. C'était à l'occasion de l'inauguration de ce complexe industriel, les Grands Moulins du Kouilou. Ici, on fabrique deux types de farine, celle destinée aux boulangeries, pâtisseries et autres biscuiteries, et une autre qualité pour les beignets. Mais ce n'est pas tout. L'usine fabrique aussi les pâtes alimentaires et les savons. À la cérémonie, plusieurs actes. Coupure du ruban symbolique, dévoilement de la plaque inaugurale et visite guidée des lieux pour se faire une idée de ce qui s'y fait exactement. À l'unité de fabrication des pâtes alimentaires, le président de la République y est aussi passé. Là, nous avons des pâtes humides qui vont être sectionnées
sous forme d'étalage. Voilà, là on a sectionné et sous forme d'étalage, ça va suivre le process de séchage. Donc nous allons faire le tour pour voir comment. La société a su produire 14 000 tonnes le mois pour les pâtes alimentaires, chiffre qui sera dépassé, et la production de la farine satisfait bien. Les grands moulins de Kouilou affichent à ce jour une capacité de bourrage de 250 tonnes jour, avec un taux d'extraction de 75%. Nous produisons mensuellement environ 5 000 tonnes de farine et 1 500 tonnes de soins de blé, dont 1 500 sont destinés à l'exportation. Même mot pour la savonnerie. Le Congo a importé environ 25 000 tonnes de savon de ménage en 2017. La capacité de notre chaîne de production, qui s'élève à 60 000 tonnes, suffit largement pour répondre aux besoins annuels du marché national, avec une bonne partie de la production orientée vers l'exportation. Voilà qui est dit. Coût d'investissement 45 milliards 850 millions de francs CFA. Avec cette nouvelle usine de fabrication de farine, le Congo en connaissait déjà deux. C'est le prix à la consommation finale que Gilbert Ondongo espère baisser. La minoterie des grands moulins du Kouilou est la troisième au Congo. Elle vient renforcer la concurrence sur le marché national de la farine de blé. Nous savons tous quelles sont les vertus de la concurrence. Je n'en veux pour preuve que la division, au moins par 3, du prix de la tonne de ciment sous régime concurrentiel. C'est aussi l'espérance de beaucoup de Congolais. C'est en 2017 que l'entreprise Jemka. Outre le grand moulin du Kouilou, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inauguré les 3 nouveaux quais du port de Pointe-Noire. On retrouve une fois de plus Anse Mongala et Gisca Mango. Autonome de Pointe-Noire a 3 nouveaux quais, le quai D, le quai G, qui peut recevoir des navires porte-conteneurs de grande capacité, et un autre quai, le quai polyvalent, où s'est d'ailleurs déroulée la cérémonie des quais que le président de la République a inaugurés. 3 nouveaux quais qui vont améliorer les performances et augmenter la capacité de conteneurisation de ce port, certifié ISO 9001, et qui, en 2018 et 2019, a été plébiscité meilleur port en Afrique de l'Ouest et du Centre en termes de performance des opérations portuaires. La mise en service de ce quai spécial permettra au port de faire face à la forte demande observée ces dernières années pour le traitement, entre autres, des minerais de fer, de phosphate, de clinker, de charbon et de gypse. Il servira par ailleurs pour l'accueil sans attente en rade des navires céréaliers du complexe agroalimentaire de la société Grand Moulin du Phare. C'est le directeur général du port autonome de Pointe-Noire quand il faisait son discours de présentation des infrastructures. La mise en service des 3 quais va réduire les délais d'attente des navires en rade. Cette attente pouvait atteindre 3 semaines. Il y a encore quelques mois, c'était un manque à gagner. Désormais, l'attente des navires ne dépassera pas les 24 heures. D'ailleurs, au moment de la cérémonie, le navire Mars Tukong, un navire de grande capacité, abordait le chenal et s'apprêtait à accoster. Sa longueur, 332 mètres, et il transporte 8400 conteneurs, dont une partie ira à Matadi, à Kinshasa en RDC, à Douala au Cameroun et quelques pays en Afrique de l'Ouest. Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement du quai G où accostait le navire et suivait cet accostage sous les explications du commandant du port, le capitaine de vaisseau, Alain Kwa Ngolo.
tout à l'heure, logiquement, au bout de 10-15 minutes, on devait voir l'accostage de ce navire. Il a à bord 8400 containers. 8400. Celui-ci a 8400 containers. Et là, et aujourd'hui, à la performance de Congo Terminal, pour ce qu'il y a à faire, effectivement, au bout de 24 heures, on a terminé le plié, il est reparti. Le Congo, pays de transit, s'est réjoui pour ce pari. Mais le port ne pourra vivre en autarcie. Fidèle Dimou Boussé. Comme le port ne peut vivre en autarcie, reste donc à améliorer les autres maillons de la chaîne, que sont notamment le rail et le fleuve, pour une approche multimodale des transports. Confiant dans la sagacité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à vaincre les épreuves les plus difficiles. Je suis persuadé que la bataille de la réhabilitation du CFCO sera gagnée. En attendant, on a tous contemplé ce grand navire accosté. Mais attention, il n'est pas le plus long navire qui accoste au port autonome de Pointe-Noire. Le plus long navire qui y a accosté mesurait 335 mètres. Quittons le département de Pointe-Noire, pour le département du Poul qui vient de bénéficier d'un 4e lycée. Ce lycée d'enseignement général a ouvert ses portes le 18 octobre dernier en recevant les élèves de seconde. À 119 km de Brazzaville, j'ai cité Boko. Le point dans ce reportage de Michael Massamba et Donald de Goma. À proximité du collège de Boko, un nouveau bâtiment flambant neuf, construit selon les règles de l'art dans Boko Centre, trône en bonne place dans la ville. C'est le lycée de Boko, pouvait-on lire sur le mur du bâtiment. Désormais, Boko a un lycée qui vient donner de la valeur ajoutée aux établissements scolaires du secondaire dans le département du Poul, portant ainsi à 4 le nombre de lycées dans ce département. Tout nouveau, tout beau. On peut supposer que ce lycée qui vient d'ouvrir les portes cette année scolaire 2019-2020 n'a pas encore de problème de fonctionnement, alors qu'il s'agit d'une installation progressive. Le lycée n'a que les classes de niveau seconde, une de série C et une autre de série A, pour un total d'environ de 98 élèves. Créé le 5 octobre dernier, le premier lycée de Boko a vu l'installation de la première équipe de maîtrise le 17 octobre 2019. C'est le 18 octobre 2019 qu'a eu lieu la première rentrée scolaire. Il est prévu des bâtiments supplémentaires, d'ailleurs en cours de construction, destinés bien évidemment à accueillir les classes de niveau première et terminale à terme. Dans l'entretemps, les bâtiments destinés à l'internat et pour réfectoire sont déjà prêts à l'utilisation. Le nouveau lycée de Boko vient ainsi témoigner de l'effort de la République à œuvrer pour l'épanouissement du secteur éducatif national, notamment en matière d'amélioration des conditions d'apprentissage. Sauf changement, l'inauguration officielle de ce lycée est prévue pour l'année scolaire prochaine. Soit dit en passant que ce lycée a été construit par le député de la localité. Pointe-Noire, pour à l'instant, cette fois-ci, rendons-nous dans le département des Plateaux. Environ 8000 demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo admis à Makoti Poko refusent d'être transférés volontairement à Bouemba où un site viabilisé a été érigé. Images et commentaires. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Congo qui accompagnait une forte délégation dans laquelle se trouvait l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo est descendu dans le département des Plateaux. À Bouemba, où est admis 2067 demandeurs d'asile de la RDC en provenance de Makoti Poko, Sir Modeste Kwame les a exhortés à vivre en parfaite harmonie avec la population locale et qu'il fera tout son possible pour améliorer leurs conditions de vie dans cette localité. À Makoti Poko,
Poko, où ces ressortissants de la RDC ont été accueillis après le conflit intercommunautaire à Maïndombe. Le représentant du ACR et leur ambassadeur, Christophe Muzungu, leur ont demandé de rejoindre de façon volontaire le site de relocalisation de Bwemba qui a été viabilisé pour la circonstance avec le minimum de confort afin de continuer à bénéficier de l'assistance du ACR car le site de Makoti Poko ne présente pas de garantie ou ne rassure pas le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En effet, après les inondations, on note une prolifération de serpents et l'on redoute également des maladies d'origine hydrique. Il s'agit là, a indiqué le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais également l'ambassadeur Christophe Muzungu, d'un dernier appel ou sensibilisation. Ce qu'il y a à faire, c'est que nos frères de la RDC puissent comprendre le message du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aussi le message du gouvernement. À l'effet d'être transférés dans la dignité, dans la sécurité, sur le site de Bwemba viabilisé pour eux. En tant qu'humanitaires, nous avons tout fait avec nos collègues, avec les autres agences du système des Nations Unies, avec les agences sœurs, pour pouvoir continuer leur assistance. Mais cette assistance ne va pas se poursuivre parce qu'on ne peut pas assister sur 2 sites. Ça veut dire que l'assistance prendra fin au plus tard le mois de mars, ici, Makoti Poko. Ceux qui ne vont pas décider de partir sont libres de rester à Makoti Poko, mais ils seront à leur propre compte. Dans la politique du président Tshisekedi, il est question que ceux qui sont arrivés retournent. Il y a des maisons qui sont en train d'être construites chez nous. Ils ne sont pas venus définitivement. Après le mois de mars, les demandeurs d'asile ici à Makoti Poko qui n'accepteront pas d'être transférés volontairement à Bwemba n'auront plus à bénéficier de l'assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à martelé Sir Modeste Kwame. De manière générale, on note une réticence de plusieurs demandeurs d'asile quant au retour en République démocratique du Congo. Nombreux craignent encore pour leur sécurité dans leur pays et refusent de rejoindre le site de relocalisation de Bwemba. Les conditions de Makoti Poko pour nous sont favorables. Nous sommes riverains, nous sommes habitués à rester au bord du fleuve. Les déplacements vers Bwemba, cela, nous n'étions pas contents de ça. S'il nous arrive de quitter Makoti Poko, c'est pour nous diriger vers nos villages natals. Sur près de 10 000, 2064 demandeurs d'asile seulement ont accepté d'être transférés au site de relocalisation de Bwemba. Aujourd'hui, au regard des statistiques, les demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo sont plus nombreux à Makoti Poko, plus de 8 000, que la population locale estimée à 6 926 habitants. Pour rappel, les demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo avaient fui les conflits intercommunautaires entre les Batende et les Banounou dans la province de Maïndombe. Dans l'ensemble, le Congo compte 51 000 réfugiés, dont 28 000 de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'emploie à améliorer les conditions de vie de ces demandeurs d'asile dans les villages de relocalisation. J'ai cité Bwemba, où une école primaire vient d'être construite avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces demandeurs d'asile en provenance de la République démocratique du Congo, ici à Makoti Poko, qui refusent d'être transférés volontairement dans le site de relocalisation de Bwemba, soucieux de l'avenir de leurs enfants, qui d'ailleurs ont perdu une année de scolarité, ont mis en place avec le concours du curé de la paroisse de Makoti Poko 2 écoles. Ceci pour dispenser des cours à leurs enfants avec le système de la RDC. Par souci d'éducation de nos enfants, qui ont connu une perte d'année scolaire 2018-2019, nous avons pu organiser 2 cycles scolaires, à savoir primaire et secondaire, qui comptent quelques options. La pédagogie générale à l'école secondaire, latin philo à l'école secondaire, agri général à l'école secondaire. Ces 2 cycles ont un effectif de 832 élèves, dont 620 à l'école primaire et 212 à l'école secondaire.
C'est justement en tenant compte de ces difficultés que le HCR a réhabilité et construit ses structures scolaires et sanitaires ici à Bwemba, lieu du site de relocalisation des demandeurs d'asile. Village que ceux qui sont restés encore à Makoti-Poko ne veulent pas rejoindre pour des raisons qui leur sont propres, malgré moult sensibilisations et appels du HCR et de leur ambassadeur à l'effet de s'installer sur ce site de relocalisation de Bwemba. Depuis lors, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés répond à plusieurs défis auxquels font face les demandeurs d'asile de la République démocratique du Congo, notamment ici à Bwemba. C'est le cas de l'inclusion de ces 500 élèves, des parents demandeurs d'asile qui viennent de s'ajouter aux 2000 de la localité. Car plus question de parallélisme, une école pour les réfugiés et une autre école pour les locaux. L'heure est aujourd'hui au renforcement des capacités des structures étatiques existantes pour une inclusion dans le système national. 2 enseignants demandeurs d'asile ont été recrutés et pris en charge par le HCR. Plus de 72 millions de francs CFA ont été investis dans ces structures scolaires. Le HCR a financé la construction de 2 bâtiments scolaires de 3 salles chacun, d'un bloc administratif, d'un bloc de douche et de latrines pour renforcer la capacité d'accueil de cette école et pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves ainsi que leur bien-être. Ces efforts s'inscrivent aussi, a indiqué le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans le cadre de la prise en compte des communautés hôtes dans les activités du HCR pour contribuer à la consolidation de la cohabitation pacifique entre les demandeurs d'asile et les populations de Bwemba qui leur ont généreusement offert leur hospitalité. Culture, pour terminer cette édition hebdomadaire, Benoît Mundelengolo n'écrira plus de livres après 35 ans de carrière littéraire. L'auteur de plusieurs ouvrages a annoncé son retrait à l'écriture lors de la présentation et de dédicat de son tout dernier ouvrage intitulé Adieu mes lecteurs. Un moment très émouvant pour ces lecteurs qui avaient du mal à accepter cette rupture. Le point dans ce reportage de Armand Nsonza. Adieu mes lecteurs. C'est le tout dernier ouvrage du général Benoît Mundelengolo sous-titré Le Mwanantsuka de mes livres. C'est un ouvrage de revoir, de séparation de l'auteur de ses lecteurs. La présentation de ce livre a suscité des réactions très controversées. Certains de ses lecteurs, sinon pour la plupart, ne sont pas d'accord avec lui. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur idole abandonne si vite l'écriture. Même les élèves, qui s'inspirent de ces ouvrages très captivants, le supplient de continuer à écrire. Clément Mierassa, homme politique passionné de la culture, lui parle d'une blague de mauvais goût et ne semble pas être d'accord lui aussi avec l'auteur sur sa décision d'arrêter d'écrire, de s'intéresser à la littérature. Le professeur Charles Zachary Boao est peut-être le seul à comprendre l'auteur qu'il y a un temps pour écrire, un temps pour arrêter d'écrire, car l'écrivain est un fils de son temps, disait Jean-Paul Sartre. Fin de citation. 12 intervenants pour beaucoup de préoccupations sur l'ouvrage, avec des débats passionnants. Ils veulent tous comprendre les raisons de son adieu à l'écriture. Et le griocrate Benoît Mundelengolo n'est pas passé par 4 chemins pour fixer ses lecteurs. Comme il y a un temps pour faire la politique, il devait avoir un temps pour arrêter de faire la politique. Vous n'applaudissez pas. Comme il y a un temps pour écrire, il y a un temps pour arrêter d'écrire. C'est pour cela que mon temps est arrivé pour arrêter d'écrire. Mais les sentiers sont tracés. Et j'ai dit que, à partir de maintenant, je me suis dit merci à moi-même et puis je vous dis aussi merci. Merci avec M comme méditation, E comme épiloguer, R comme réfléchir, C
comme constamment, I comme intérieurement. Donc, moi j'ai décidé de méditer constamment, d'épiloguer avec moi-même, à l'intérieur de moi-même. Quand il y en a qui disent que non, on ne croit pas, il va toujours écrire. Mon œil, je n'écrirai plus. Publié en septembre 2019, le Mwana Nsuka de mes livres parle de son enfance, de ses origines. Benoît Mundele Ngolo passe en revue quelques épisodes de sa vie politique et militaire en épinglant quelques questions majeures d'éthique, de la morale et un peu de l'histoire du Congo dans la page 164. Le livre parle aussi de la justice sociale où l'auteur demande à tous de changer nos mentalités, notre logiciel politique pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. En clair, le général Benoît Mundele Ngolo dénonce les maux qui minent notre société dans Adieu mes lecteurs, un ouvrage qui comporte 185 pages. Voilà, c'est par ce dernier ouvrage de Benoît Mundele Ngolo que nous bouclons ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Ce lundi à 14h, Bob Locoli, 20h30, Bermuda Sitou. Quant à moi, le rendez-vous est plus pour le week-end prochain. Bon début de semaine à toutes et à tous.